En matière de gestion des prévisions, nous savons que le calcul de l'erreur est essentiel parce que la prévision est nécessairement inexacte. Donc, le calcul de l'erreur devient un élément fondamental pour voir jusqu'à quel point cette prévision est fausse. Alors, à la fin de l'atelier, les participantes et les participants sont capables de calculer 4 méthodes d'erreur prévisionnelle. On va voir lesquelles. On va voir l'erreur absolue, l'erreur quadratique, ainsi que le pourcentage d'erreur. Alors, pour ce faire, rien de mieux que d'aller utiliser un bon fichier Excel pour pouvoir calculer nos différents types d'erreurs. Pour ce faire, nous allons utiliser ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que pour les périodes de janvier à juin, nous avons fait un calcul de prévision pour le lissage exponentiel avec un alpha égale 0.2. Si vous voulez savoir comment on calcule ça, il y a une autre vidéo disponible sur la chaîne pour être en mesure de calculer ce lissage exponentiel pour apprendre à le calculer. Et nous avons les ventes de janvier à mai. En juin, on voit qu'il n'y a pas de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juin est le mois futur, tandis que janvier à mai sont des mois du passé. Pour les mois du passé, comme nous avons la vente et la prévision, nous sommes capables de calculer l'erreur prévisionnelle. L'erreur prévisionnelle, c'est une formule qui est toute simple. On la voit ici en bleu pâle, c'est la réalité moins la prévision. Donc, la vente de 500 moins la prévision qui est à 500. Évidemment, pour le mois de janvier, ça donne une erreur prévisionnelle de 0. Si je copie cette formule vers le bas, je vois l'erreur prévisionnelle pour chacun des mois où j'ai une vente. Alors, on voit qu'ici, la prévision est à plus 100, moins 120, plus 79 et plus 138,2. Le calcul de l'erreur prévisionnelle contient des résultats qui sont positifs et aussi des résultats qui sont négatifs. Évidemment, lorsque la prévision, comme pour le mois de janvier, comme pour le mois de février, est sous la réalité, à ce moment-là, l'erreur prévisionnelle est positive. Mais lorsque la prévision, comme pour le mois de mars, est au-dessus de la réalité, la prévision devient négative. L'erreur prévisionnelle moyenne se trouve à être la moyenne des erreurs prévisionnelles. Donc, je vais aller chercher ici ma formule de moyenne. Je vais faire cette suggestion d'Excel et je vais lui dire, je veux la moyenne de mes erreurs prévisionnelles de janvier à mai. Dans un monde idéal, si la prévision est parfaite, comme dans la colonne des erreurs prévisionnelles, j'ai des chiffres positifs et des chiffres négatifs, l'erreur moyenne devrait être à 0. C'est-à-dire que je devrais avoir autant d'erreurs au-dessus de 0 que d'erreurs en bas de 0. Donc, les négatifs et les positifs devraient s'annuler. Évidemment, on n'est pas dans un monde parfait et il est rare que l'erreur prévisionnelle moyenne soit à 0. Mais normalement, ça devrait être la valeur vers laquelle on devrait tendre pour démontrer qu'il n'y a pas de biais dans les prévisions. C'est-à-dire que autant les erreurs sont en haut de 0, autant que les erreurs sont en bas de 0. De sorte que, ils vont s'annuler et l'erreur moyenne devrait être à 0. Ici, on voit qu'on est à 39,4. À 39,4, ça veut dire que en moyenne, mon erreur prévisionnelle est à 39,4 unités en bas de la réalité. Comme j'ai une erreur moyenne positive, un peu comme pour le mois de février, j'ai une erreur moyenne, j'ai une erreur positive, mais à ce moment-là, on peut affirmer que notre prévision tire un petit peu en bas de la réalité. L'erreur absolue, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur absolue de l'erreur prévisionnelle. Alors, il y a une formule dans Excel pour aller chercher la valeur absolue qui s'appelle ABS, tout simplement. Alors, c'est la valeur absolue de l'erreur. Alors, vous savez que la valeur absolue va transformer les négatifs en positifs et va conserver les valeurs positives. Donc, le 0, évidemment, il conserve à 0. Si je copie ça vers le bas, on voit que le 100 est conservé à 100, mais que le moins 120 est transformé à plus 120. Alors, je peux faire l'erreur moyenne absolue. Je vais aller chercher ma fonction de moyenne.
je vais effacer la suggestion d'Excel et je vais lui faire la moyenne des erreurs absolues. Alors, la moyenne des erreurs absolues s'appelle l'erreur moyenne absolue. Et cette erreur absolue donne quoi exactement? Bien, elle donne l'ampleur de l'erreur. C'est-à-dire que je me suis trompé de 0, je me suis trompé de 100, 220, de 79 et 238,2. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas ici dans l'erreur absolue à savoir si je me suis trompé positivement et négativement. Je me suis trompé de 120. Donc, que ce soit négatif ou positif, on s'en fout. Je me suis trompé de 120. L'erreur absolue moyenne ou l'erreur absolue donne donc l'ampleur de l'erreur. Jusqu'à quel point je me suis trompé? Alors, je me suis trompé en moyenne de 87,4. Que ce soit en plus ou en moins, je me suis trompé de 87. Une autre mesure d'erreur est l'erreur quadratique. L'erreur quadratique, c'est quoi? C'est égal à l'erreur prévisionnelle exposant 2. On se souvient que dans Excel, pour faire l'exposant, on utilise l'accent circonflexe. Alors, évidemment, ça augmente l'ampleur des erreurs. Ça fait en sorte que l'erreur devient plus spectaculaire. Ici, une erreur de plus 100 devient 10 000, puis une erreur de moins 120 devient 14 400. Donc, ce que ça fait, l'erreur quadratique, c'est que, d'un point de vue mathématique, ça va amplifier ou devenir faire en sorte que mon erreur devienne plus spectaculaire. Et ça enlève évidemment aussi les négatifs. Alors, je fais la moyenne ici de mes erreurs quadratiques, et ça me donne qu'en moyenne, mon erreur quadratique est à 9 948 unités de vente d'erreur. La dernière mesure du calcul prévisionnel est l'erreur absolue, le pourcentage de l'erreur absolue. À quoi ça sert le pourcentage de l'erreur absolue? Bien, ça sert à comparer des données entre elles. Par exemple, ici, mes ventes sont à 500, 600, 400, 575 avec, selon la méthode d'usage exponentiel, alpha.2, les erreurs prévisionnelles qu'on voit ici. Et ça donne une erreur absolue de 87,4. 87,4, si j'essaie de comparer avec d'autres ventes qui auraient un niveau de vente autour de 100, là, je ne serais pas capable de comparer l'erreur absolue avec des ventes qui ont une moyenne autour de 545 avec un autre produit qui aurait des ventes autour de 100. Parce que la base de vente n'est pas la même. Donc, je vais plutôt comparer le pourcentage d'erreur. Le pourcentage de l'erreur absolue, c'est quoi? C'est l'erreur absolue divisée par la vente. Et ça va me donner le pourcentage d'erreur sur les ventes. À ce moment-là, grâce au pourcentage, je vais être capable de comparer l'erreur prévisionnelle pour le produit A, mettons qu'une base en moyenne de 500 unités de vente, avec un autre produit qui, lui, aurait une base de vente moyenne de 100 unités. Je ne peux évidemment pas comparer l'erreur absolue, parce que, mettons que les deux produits ont une erreur prévisionnelle, comme ici, à 87,4. Ben, je ne peux pas dire, le produit qui a une base de 100 unités de vente en moyenne a une erreur absolue de 87,4 et l'autre produit qui a une base d'unité de vente de 500 en moyenne a aussi une erreur absolue de 87,4. Donc, l'erreur absolue est pareille. Ben non, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas la même base de vente. À ce moment-là, je vais aller calculer le pourcentage d'erreur absolue moyenne. Je vais aller chercher la moyenne comme dans mes autres exemples, et je vais effacer la suggestion, et je vais calculer la moyenne. Donc, dans ce cas-là, pour l'usage exponentiel alpha égale 0,2, mon erreur moyenne en pourcentage absolu, c'est 16%. On vient donc de calculer pour le lissage exponentiel alpha.2 les erreurs prévisionnelles pour les mois de janvier à mai. Comparons maintenant les erreurs pour deux méthodes prévisionnelles. Ici, on a pour les mêmes ventes de janvier à mai, l'application de la méthode prévisionnelle du lissage exponentiel alpha.2 et
l'application de la méthode prévisionnelle du alpha 0.95, toujours pour le lissage exponentiel. On a fait les mêmes calculs. On a calculé l'erreur absolue, l'erreur quadratique et le pourcentage d'erreur absolue. Et là, on peut comparer les résultats moyens pour chacune des prévisions. Donc, on voit que pour la méthode alpha.2, on a une erreur moyenne de 39.4 et pour le alpha.95, on a une erreur moyenne de 30.7. On peut donc affirmer que l'erreur prévisionnelle est plus basse pour le lissage potentiel alpha.95. Si on compare l'erreur absolue, on est à 87.4 ici, tandis qu'on est à 108.7. On peut donc affirmer que pour le alpha.2, l'ampleur de l'erreur, elle est plus petite. Pour l'erreur quadratique, on est à 9 948 et 16 000. On peut donc affirmer aussi que l'erreur est plus petite. Et on voit qu'en pourcentage, on est à 16 par rapport à 21. On pourrait donc dire que sur 3 mesures d'erreur, l'erreur absolue, l'erreur quadratique ainsi que le pourcentage d'erreur absolue, mes moyennes sont plus petites pour la méthode prévisionnelle alpha-2 plutôt que le alpha.80. On pourrait donc penser que pour ce jeu de données spécifique, la méthode de lissage exponentiel alpha.2 serait meilleure parce qu'on peut comparer les erreurs. Et c'est à ça que ça sert. C'est à ça que le calcul d'erreur va servir. Il va servir à déterminer quelle est la méthode prévisionnelle la plus performante, donc celle qui donne les plus petites ou la plus petite erreur en moyenne. Évidemment, ces erreurs sont calculées sur les données du passé. On peut donc penser que la meilleure méthode sera celle qui va obtenir la plus petite erreur, mais en fonction du passé, en présupposant que l'avenir va se reproduire comme le passé. Évidemment, on sait très bien que comme l'avenir est imprévisible, il est possible que la meilleure méthode du passé ne soit pas la meilleure méthode pour le futur. Mais ce sont les données que nous avons pour prendre une décision quant à la meilleure méthode prévisionnelle à utiliser. On va prendre celle qui a les plus petites erreurs à partir des erreurs prévisionnelles passées. Je pense que nous avons atteint notre objectif d'utiliser et de démontrer 4 méthodes de calcul de l'erreur prévisionnelle.